agressif. Moi, monsieur, si j'avais un traité, faudrait sur le champ que je le amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette longue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant. Gardez-vous, monsieur, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur qu'au soleil, sa couleur ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle Hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, mais magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admirateur. Pour un parfumeur. Quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. Car c'est ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Regardez, c'est un nez. Ah, nanin, c'est qu'un navet géant, ou bien qu'un melon nain. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin imitant Pyrrhane en un sanglot. Le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà, mon cher, ce que vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'eûtes que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me réciter toutes ces folles plaisanteries, que vous n'eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même, avec assez de verbe. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Oh non! Oui, c'est le mot! Maman me chasse, sans aucune crainte de m'humilier. Mais à la fin, cela m'agace, et je suis lasse de plier. Je suis une bonne nature, je patiente, mais tout doux. Il ne faut pas que cela dure, ou je me fâche, voyez-vous. Ce qu'on m'a fait, c'est une honte, c'est une atteinte à mon honneur. Ouais! Je sens le rouge qui me monte, mais l'on verra si j'ai du cœur. Tantôt, l'on sonne à la
avec ma mère. Quand soudain, voilà que la bonne annonce Monsieur Montalon. Monsieur Montalon! Vite, fillette! Viens t'asseoir! Et tiens-toi bien, car c'est le père du jeune homme de l'autre soir. Tiens-toi bien, car c'est le père du jeune homme de l'autre soir. Pourquoi me dit-elle ça, mère? Quel rapport ça peut-il avoir? Enfin, Monsieur Montalon entre. Si vous saviez comme il est fait. Vieux, petit, chauve, gros. Non, je n'ai rien vu de stylé. Et pourtant, le fils, ce me semble, du père est le portrait le plus frappant. C'est drôle que l'on se ressemble et que l'on soit si différent. Car le fils, ne vous en déplaise, est vraiment joli garçon. Mais je m'étonne qu'il me plaise quand je vois Monsieur Montalon. Bref, quand mère eut, selon l'usage, fait les présentations, je le vois qui me dévisage avec grande obstination. Quand le vieux eut fini de me considérer, il prit un instant, puis d'une voix très altérée, dit en s'adressant à maman. « Oh, mademoiselle est charmante, madame. Et j'ai quelques projets dont vous serez ma confidente. Je vais vous parler en secret. » Et maman m'a mise à la porte, sans aucun égard pour ma dignité. Il a bien fallu que je sorte, mais vrai, c'est une atrocité. Enfin, toujours, elle me tourmente. On a beau faire ce qu'on peut, jamais on ne la voit contente. On ne sait ce qu'elle veut. Ah, que je voudrais que l'on me marie enfin, pour pouvoir être libre. Rester fille, Dieu quelle vie. Quand donc en verrai-je la fin? Mais que peuvent-ils bien faire, tous les deux? Ce vieux est des plus indiscrets de tenir ma mère si longtemps pour lui raconter ses secrets. Et si j'écoutais par la serrure? Quoi? C'est un moyen excellent. Chez les femmes, je vous assure que tout le monde en fait autant. Quoi, mon Dieu? Monsieur Montalon! Ma fille est à vous! Monsieur Montalon, mon époux? Quoi? Moi? Devenir la femme de cette vieille antiquité? Ah non, ça par exemple, je me réclame, j'ai ma propre volonté. Donc maintenant, l'on me marie sans même me consulter? Ah, c'est trop fort, hein? Quelle infamie! Je finis par me révolter. À quoi peut donc bien penser ma mère de me donner un tel mari? Il est au moins quinquagénaire. Ah, vraiment, c'est un joli parti, hein? Ah non, tout n'ira pas de la sorte. Et je lutterai s'il le faut. Je suis forte, moi. Je ne crains rien. Il faudra me prendre d'assaut. Ouais. Quoi? Je puis parler en ma fille, car je sais qu'elle aime Gaston, et je suis en aise en ma famille de voir entrer un Montalon. Quoi? Ce n'était donc pas le père? Est-ce donc moi qui me trompais? Oh, est-ce possible? Oh mais, comme je t'aime calomnier. Oui, tu dis vrai. Mon amour pour Gaston est sincère. Et je puis l'avouer entre nous que je le rêvais depuis si longtemps pour Marie. Oh, je vais devenir madame. Je vais épouser Gaston. Oh, ma foi. Oh, je n'y tiens plus. Et dame. Tant pis, je retourne au salon. Cap, Hermine, couronne.
Sais-tu ce qui me manque et ce qui, nuit et jour, se refuse à ma soif ardente? C'est l'amour. Ah, c'est vrai. Je suis roi. Cela doit me suffire. Roi, vous êtes heureux, hein? C'est bien facile à dire. Un roi n'a qu'à vouloir. Un roi peut tout. Eh bien, retiens ceci. Je peux tout, mais je ne peux rien. Hélas, j'ai tout un peuple et pas une âme. Ce royaume, le cœur quelconque d'une femme, je ne l'ai pas. Je vois des gens s'aimer. Je vois des êtres s'appeler dans l'ombre à demi-voix. Je vois les cœurs, les seins, les passions fougueuses. Je vois des gueux adorés par des gueuses. Et cet amour-là, même celui qui joint les cœurs les plus abjects, oh deuil, je ne l'ai pas. Je puis tout, en un mot mettre l'Europe en flamme. Tout en réaliser ce rêve qu'un jour une femme m'aime pour moi. Parce que je suis moi, quelqu'un, un homme, et non parce que je suis roi. Une belle aux yeux purs me dit « Je vous adore, parce qu'un diable d'homme, espèce de centaure, est à ma porte, fier et la lance en arrêt. » Ôtez la sentinelle, et l'amour disparaît. L'amour, c'est l'humble aumône et la vaste largesse. C'est toute la folie et toute la sagesse. Dieu refusa ce don au roi en les créant. Ah, le nain est parfois nécessaire au géant. Le colosse, qu'il soit lion ou mage, a besoin que l'atome soit près de lui dans cette cage. Le destin, en amour, personne n'est petit. Une barquette d'un trois-ponts tonnant qui s'engloutit. La douce Inès soutient l'effrayant roi d'Unpèdre. Un brin d'herbe se fait le point d'appui d'un cèdre. Ah, l'enfant Cupidon, ce petit drôle-là, toujours au sort des grands et des dieux se mêla. Et le titan, l'arc-en immense, le génie, se meurt si ce marmot ne lui tient compagnie. Je veux qu'on m'aime. Hélas, l'apparence se vend. Des âmes au marché, cela se voit souvent. Mais la réalité d'un cœur, ce diadème, ce sommet, cet Olympe, être aimé, non, pas même avec le don de l'astre, on ne l'achète pas. Un instinct inquiet qui vous nomme tout bas, un soupir ignoré qui songe et vous adore, un front qui d'un reflet d'eau pour vous se dort, c'est la gloire, et rien n'est comparable à l'effroi de vivre sans un cœur pensif derrière soi. Un roi qu'on hait, envie un va-nu-pied qu'on aime, se sentir dédaigné quand on se voit suprême est affreux. Plus on est grand, glorieux, puissant, superbe, couronné de lauriers, plus on sent dans l'ombre autour de soi la glace inexorable, et le plus grand, et le plus misérable. Soyez Pierre le Grand, épousez des servantes, mais ayez tout de l'amour, même les épouvantes, mais ayez l'amour. Dieu sans l'amour serait seul, et le ciel étoile ne serait qu'un linceul. Les ténèbres mettraient sur Dieu leur pli sans nombre. L'oubli, c'est du silence, et la haine est de l'ombre. Je veux, pour mon bien-être, comme pour mon souci, retrouver dans une autre un moi-même adouci. Homme être le premier, femme être la première. Pour quelqu'un, c'est tout. L'homme a besoin de lumière. Le bonheur? Un pauvre mot. Mais que sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? Et à qui se vendre? Et qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? T'es folle! Tais-toi! Mais non, je ne suis pas folle! Vous dites que c'est si beau, la vie. Mais moi aussi, je veux savoir comment je ferais pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime Aimon jeune et dur. Un Aimon exigeant et fidèle comme moi, mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de plus de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, et s'il doit devenir auprès de moi le monsieur Aimon et apprendre à dire oui à tout lui aussi, alors non, je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Mais si, je sais ce que je dis. Mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Je ris parce que tout d'un coup, je te vois à 15 ans. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté ces petits rides autour du visage et cette graisse tout autour de toi. Tais-toi, enfin. Mais non, je ne me tairai pas. Et pourquoi veux-tu que je me taise? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux, tu le sais. Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais.
Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Mais vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Oui, le père tranquille, j'écoute. Ah, alors, t'es où? Et tu sais à quelle heure il est? Ah bon? Et pourquoi? Ouais. Ah bon? Ouais. Et t'as besoin de partir chez ta copine pour réfléchir? Tu peux pas réfléchir à la maison. Mais à quoi? À quoi tu veux réfléchir? Mais je comprends rien. Je comprends pas ce que tu me dis. Et qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête d'abord? Ah là là. Ah oui, mais tu choisis le vendredi soir pour me faire ça? Bon, écoute Arlette, écoute. Je te propose quelque chose. Hein? Tu viens ce soir et tu commences à réfléchir à partir de demain par exemple. Hein? Bon, et ben prends-la ta semaine. Prends 15 jours, prends toute la vie si tu veux, j'en ai rien à foutre moi. Mais je te parle comme je te parle. C'est pas la peine d'en faire un drame. Comment ça, c'est pas la peine d'en faire un drame? Ou peut-être que je rigole? Que je prenne ça calmement? Hein? Vous allez voir tous! Si je vais prendre ça calmement, je vais aller là-bas, je vais aller même vous prendre la gueule à celle-là! Déjà septembre. Et que nous réservent les verts? Le docteur? Il est dans la chambre d'oncle Vania. Il écrit je ne sais quoi. Je suis contente que mon oncle soit sorti. J'ai à te parler. De quoi? De quoi? Eh bien... Quel bureau le bouillon? Je ne suis pas jolie. Mais tu as des cheveux magnifiques! Non! Non! À une femme laide, on dit toujours quels beaux yeux vous avez. Quels beaux cheveux. Je l'aime depuis 6 ans. Je l'aime plus que je n'aimais ma mère. À chaque instant, je crois l'entendre. Je sens sa main qui presse la mienne. Je regarde la porte. J'attends. Il me semble que tu vas entrer. Tu vois maintenant, je viens sans cesse te parler de lui. Il est ici tous les jours. Mais il ne me voit pas. Il ne me regarde pas. Quelle souffrance! Je n'ai pas d'espoir. Non, pas le moindre. Oh mon Dieu, donnez-moi des forces, j'ai prié toute la nuit. Des fois, souvent, je m'approche de lui. Je lui parle, je le regarde dans les yeux. Je n'ai plus de fierté. Je ne me maîtrise plus. Hier, je n'ai pas pu faire autrement. J'ai avoué mon amour à oncle Vania. Tous les domestiques savent que je l'aime. Tout le monde le sait. Et lui, il ne me remarque même pas. Quel homme étrange. Écoute, est-ce que tu veux que je aille lui parler? Je serai très prudente, je ferai que des allusions. C'est agaçant cette incertitude. Tu me permets? Ok. T'aime-t-il, oui ou non? Ça sera pas si difficile que ça de savoir. Ne te crains pas, ma chérie. Je l'interrogerai si adroitement qu'il ne se doutera de rien. Oui ou non, c'est tout ce que nous voulons savoir. Et puis si c'est non, bah qu'il ne vienne plus jamais ici. On souffre moins quand on voit pas celui qu'on aime.
Inutile de faire tarder les choses. Nous allons l'interroger maintenant. Il avait l'intention de montrer ses dessins. Va lui dire que je le cherche. Oui. Tu as raison. Tu ne cacheras rien. Mais non, bien sûr. Je trouve que la vérité, quelle qu'elle soit, est moins terrible que l'incertitude. Et qu'on peut sans moi, ma chérie. Oui. Je vais lui dire que tu veux voir ses dessins. Il reste encore un espoir. Dis-tu ? Rien. C'est affreux de connaître le secret de quelqu'un et de ne pas pouvoir l'aider. Oui, il n'est pas amoureux d'elle, mais pourquoi ne l'épouserait-il pas ? Bon, elle n'est pas jolie, mais pour un médecin de campagne de son âge, ça serait la parfaite épouse. Elle est si fort intelligente, si bonne, si pure. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je la comprends, cette pauvre petite ? Ici, dans ce terrible ennui, où les gens sont autant de taches grisâtres, où l'on n'a que de bonnes paroles, où l'on fait que manger, boire, dormir. De temps en temps, il apparaît, lui, si différent des autres, si beau, intelligent, passionnant. Le clair de lune qui dissipe les ténèbres. Comment ne pas s'oublier, comment ne pas céder au charme d'un tel homme ? Moi-même, n'en suis-je pas un peu amoureuse ? C'est vrai, Zoé, je m'ennuie. Et voilà, je peux pas m'empêcher de sourire quand j'y pense. Cet oncle Vania a dit qu'il y avait du sang de sirène qui coulait dans mes veines. Pour une fois dans votre vie, laissez-vous aller. Mais oui, pourquoi pas ? M'envoler, libre comme un oiseau, loin de vos physionomies somnolentes, de vos propos insipides, partir jusqu'à tous vous oublier. Mais je suis trop timide, trop craintive, j'aurais trop de remords. Et voilà, il vient ici tous les jours et je devine pourquoi. Et déjà, je me sens prête à tomber à genoux devant son lit, à lui demander pardon, à pleurer. Guy, s'il te plaît, maintenant il faut que je rentre. Et si tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Non, Guy, je ne suis pas cruelle, j'essaie simplement... Comment ? De filer en douce. Guy, je t'en supplie, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, pourquoi tout est si compliqué ? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble. Mais si, Guy, si nous continuons comme cela, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Je voudrais que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites. Et moi aussi. Comment ? J'ai pas entendu. Mais si, je t'écoute, Guy. Mais tu es de plus en plus essoufflé, parfois tu ne parles pas, tu mugis. Tu ne t'en rends peut-être plus compte, mais tu souffles comme un bœuf. Et ce n'est pas toujours facile de te suivre. Mais non, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante. Et comprends que pour moi aussi, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, je sais. Nous ne sommes pas au même point. Moi, je suis installée là. Et toi, tu es accroché à la balustrade, par les mains, les pieds dans le vide. Hein? Comment? Oui, je l'ai dit, les pieds dans le vide. J'ai dit exactement, accroché par les mains, les pieds dans le vide. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, et toi, tu lâches. C'est net, c'est propre, et ça nous ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux. Mais ne vaut-il pas mieux avoir mal un grand coup, et puis c'est fini, que de se séparer
préparer en nous déchirant à petit feu. Regarde dans quel état tu es, Guy. Tu es violet, ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bras suppurent, vraiment, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains, regarde tes mains. Ah, tu ne les vois pas? Eh ben moi je les vois. Et je peux te dire qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles ne sont pas jolies. Bon, Guy, il fait froid. Ce n'est pas raisonnable, on va finir par s'en remettre. Allez, soyons grands, lâche. Je n'ai qu'à rentrer. C'est ce que tu viens de dire, je n'ai qu'à rentrer? Ah, mais tu manques pas de culot. Et pendant ce temps-là, tu resteras là. Alors tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise avec sans cesse dans la tête cette pensée, il y a Guy pendu à mon balcon. Et c'est ça que tu veux? Me foutre ma vie en l'air? Pardon. C'est ta main? Voilà, tu vas marcher sur ta main? Ah non, je t'assure, Guy, ce n'est pas du tout mon style, je suis tout à fait contre ce genre de procédé. Et non, Guy, je ne te laisse pas tomber. Je veux juste que chacun continue sa route. C'est tout. Un cœur de pierre? Moi, comment peux-tu dire ça, Guy? Mais si j'avais un cœur de pierre, est-ce que tu crois qu'il y a exactement 3 ans, lorsque tu as atterri sur ce balcon, sans rien, avec juste un pantalon et une chemise à peine propre, tu m'aurais ému? Mais si j'avais un cœur de pierre, est-ce que tu crois que tu m'aurais ému avec ton petit visage fatigué d'être resté pendu 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus, la petite garde du 13e qui t'a balancé du jour au lendemain au moment où tu voulais l'épouser? Mais non, je n'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur tout court. Mais un cœur aujourd'hui vide de toi. Je ne t'aime plus. C'est tout. Guy? Guy? Tu es là? Tu as lâché? Ah, ça fait quand même drôle, hein. Ah ben il est tombé sur la terrasse de Madame de Verlan. Ah ben voilà. Ah, elle lui offre du champagne. Et elle l'emmène chez elle. Quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en tout, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je suis fou. Je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Comme tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais qu'un jour, l'an dernier, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarter ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oh oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est de l'amour. Il en a toute la fleur triste, de l'amour. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur, je donnerais le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. Si ce pouvait parfois, que de loin, j'entendisse rire un peu le bonheur de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu un peu mon âme dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. C'est trop. Dans mon espoir, même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles. Car tu trembles, car j'ai senti, que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre
tout le long des branches du jasmin. Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai ton pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige. Tout à l'heure, ma chère. Voyons-nous ce qu'il y a de si bien important à savoir. Tu le sauras à l'instant, mais d'abord, une petite question. Laquelle? Ne soupirez-vous pas après le retour des pères de vos enfants retenus à la guerre, car sans doute, le mari de chacune de vous est loin de sa maison. Pour le mien, il l'est, le pauvre homme. Depuis 5 mois, dans la trace, à garder Eucratès. Le mien est depuis 7 mois à Pylos. Le mien n'est pas plutôt revenu de l'armée qu'il reprend son bouclier et qu'il y revole. Il y a pire, c'est qu'il ne nous reste pas la moindre apparence de plaisir depuis que les Milésiens nous ont trahis. Je n'ai pas même vu la moindre chose qui pût nous tenir lieu de quelque consolation. Or, voudriez-vous donc, mes chers amis, si je peux trouver quelques moyens, me seconder pour mettre fin à la guerre? Je jure par les guerres que je le veux bien. Fallut-il mettre ce manteau en gage et en voir dès aujourd'hui le prix? Et moi, je suis prête à me partager comme une seule et à donner la moitié de moi-même. Pour moi, je gravirai jusque sur le sommet du mont Tégète pour voir la paix. Je vais donc parler. Je ne dois plus faire un mystère de mon secret. Or donc, mes chers amis, si nous voulons contraindre les hommes à chérir la paix, il faut donc nous priver. De quoi? Parle. Le ferez-vous? Nous le ferons comme il s'agirait de la vie. Eh bien, il faut nous priver de tout ce qu'il voudrait nous donner. Eh bien, il faut nous abstenir du... Pourquoi vous secouez la tête? Où allez-vous? Pourquoi vous dites-je vous mordre les lèvres? D'où vient ce changement de couleur? D'où viennent ces larmes? Que dites-vous? Le ferez-vous ou ne le ferez-vous pas? Je ne ferai pas, que la guerre est à son train. Ni moi non plus. En vérité, que la guerre continue. C'est toi qui dis cela, ma chère Sol? Et tout à l'heure, tu prétendais que tu donnerais la moitié de toi-même? Oui, tout ce qu'il te plaira. Fallut-il traverser au milieu des flammes? Je le ferai, oui. Plutôt cela que ce que tu exiges de nous, Lysistrata. Et toi? J'aimais mieux aussi passer par les flammes. Que notre sexe est dissolu? Il est vrai en vérité qu'il est difficile pour des femmes de se résoudre seules au sommeil. Mais il faut cependant bien s'y résoudre, car il est encore plus urgent de faire la paix. La plus chérie et l'unique entre toutes ces femmes. Or, si nous nous privons le plus strictement possible de la chose dont tu nous parles, aurons-nous plus sûrement la paix? Assurément, bien plus sûrement. Car si nous tenons toutes nues chez nous, vêtues
Que de fin, non, d'Amorgos. Nos maris nous rechercheront avec la plus vive ardeur. Or, ils feront bien vite la paix si nous ne répondons pas à leur empressement et si nous savons nous contenir. En effet, Ménélas, d'autant que je m'en souvienne, ne laissa tomber son épée des mains que lorsqu'il aperçut le sein découvert d'Hélène. Que devenir importuniste si nos maris nous laissent là? Toutes ces bagatelles ne sont que des subterfuges. Mais s'ils nous prennent et nous emmènent malgré nous dans leur chambre? Résistez en vous accrochant à la porte. Et s'ils donnent des coups? Prêtez-vous alors, mais de mauvaise grâce. Il faut les contrarier de toute façon. Si là est ton opinion, eh bien c'est la nôtre aussi. Pour nous, nous déterminerons nos maris à conclure une paix définitive. Mais comment arracherait-on cet âme athénien à sa fureur belliqueuse? Nous vous saluons d'abord. Oh, là, c'est démonien. Dites-nous maintenant, dans quel état vous êtes? Avons-nous besoin de nous expliquer aussi longuement? Voyez-vous pas assez dans quel état nous sommes? Mais le mal acquiert une intensité affreuse et il va toujours en empirant. Allons. Qu'on nous envoie quelqu'un pour faire la paix. Et à quelle condition que ce soit. Et qui nous indiquera où est Lysistrata? Car voilà l'état où notre sexe est réduit. Oh, et vous aussi, vous avez cette maladie. Est-ce que vous êtes sujet au spasme dès le matin? Oh, voilà une triste aventure. Allons, là, c'est démonien. Dites, franchement, pourquoi êtes-vous venus? Mais pour avoir la paix, enfin. Ouais. C'est bien dit. Et pour nous, la même raison. Appelons donc Lysistrata, qui elle seule peut nous réconcilier. Ah, et Lysistratus, car c'est fort bien parlé. Mais il ne me semble pas nécessaire que vous l'appeliez. Tenez, la voici. Elle nous a entendus. Mais voilà une chose à laquelle nous ne nous fassions jamais attendu. Tout un destin de femmes qui sortent de la citadelle. Quoi? Nous vous faisons peur? Est-ce que notre nombre vous effraie? Mais vous ne voyez pas encore la 10e partie de ce que nous sommes ici. Oh, Fédéria, laisserons-nous se permettre toutes ces fanfaronnades? Non. N'allons-nous pas les frapper de nos bâtons? Mettons-nous sur la terre pour que rien ne nous embarrasse dans le cas où on lèverait la main sur nous. Ah, si on lui avait 2 ou 3 fois nettoyé les oreilles, elle n'aurait plus de babille. Eh bien me voilà. Qu'on me touche. Je montrerai mes oreilles de bonne grâce, mais jamais plus femme ne te touchera. Ah, si tu ne te tais, j'épuiserai tout ce qu'il me reste. Me force à te rosser. Ouais. Approche donc et touche Stratili seulement du doigt. Hein? Et si je te roule de coups de poing, qu'est-ce que tu me feras? Je t'arracherai sans pitié. Le cœur et les entrailles. Il n'y a pas de poète plus sensé qu'Euripide, car la femme ne le sait dans l'impudence à aucun autre animal. Ouais. Prenons le cruche d'eau. Ô femme maudite des dieux, pourquoi es-tu venue ici avec de l'eau? Et toi, vieille échappée de l'Achéron, pourquoi viens-tu avec ce feu? Mais c'est pour faire brûler tes compagnes. Oui. Et mon eau est pour éteindre ton feu. Tu éteindrais mon feu. C'est ce que tu vas voir. Mais voyez-vous son impertinence? Je suis libre. Je vais arrêter ta jactance. Tu veux donc plus siéger sur la place. Mais mettez le feu à ses cheveux, là. Fais ton devoir, Achilleus. Ah, je suis perdu. Est-ce qu'elle est bouillante? Comment bouillante? Mais finiras-tu? Que fais-tu? Je t'arrose. Que tu repousses. Mais je
suis tout desséché, tremblant. Mais tu as du feu. Réchauffe-toi. La paix! La paix! Je me présente. Je suis le détective privé Dubois. Surnommé Dupont. À cause de ma ressemblance avec le célèbre policier anglais Smith. Et voici ma carte. Dubois Dupont. Homme de confiance. Et des méfiances. Trouve la clé des énigmes. Et des coffres forts. Brouille les ménages. Vous les raccommode à la demande. Prix modéré. Les raisons de ma présence ici sont mystérieuses. Autant que... Mystérieuse. Mais vous les connaîtrez tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. Je me tais. Motus. Qu'il me suffise de vous indiquer que nous nous trouvons par un beau soir de printemps dans la demeure du baron de Z. Ouais, Comme zèbre. comme Zéphyr. Mais chut, cela pourrait vous mettre sur la voie. Comme vous pouvez l'entendre, le baron Et sa charmante épouse. donne ce soir un bal somptueux. Il y a foule au manoir. La fête passe. Vous avez entendu? C'est prodigieux. Le bruit du bal s'arrête net quand je parle. Quand je me tais, ça recommence. Vous voyez? Vous entendez? Quand je me tais, Ça recommence. Et quand je commence, cela se tait. c'est merveilleux. Mais assez causé. Quelqu'un sait qui je suis. Personne d'autre ne connaît mon identité. J'ai tellement d'identités différentes. C'est-à-dire que l'on me prend pour ce que je ne suis pas. Le crime Car il y aura un crime. n'est pas encore consommé. Et pourtant, chose étrange, moi, le détective, me trouve déjà sur les lieux où il doit être perpétré. Pourquoi? Vous le saurez plus tard. Je veux disparaître un instant pour me mêler incognito à la foule étincelante des invités. Que de pierreries, que de bougies, que de satin, que de chignons. On vient. Je m'éclipse. Ni vu ni connu. À la recherche de nombreux jours
La ravissante baronne de Z, la femme la plus enviée, la plus courtisée des environs. Admirez ma robe du soir, cette étroite gaine de safran goudronné, ce faux buste en autruche africaine, ces décroche-moi ça en sapin des Vosges, et mes bijoux, fameux dans toute la région. Mon collier de morille flambé, ma bonne couturière au petit doigt, mon sautoir Orisa Louis XVI et mes pizzicati sur ma pampre laine ne sont-ils pas les plus beaux du monde? Voilà pourquoi je me désole d'être abandonnée par mon homme. Il ne pense qu'à la chasse. En été, poursuivre le plumier des marais, rester des heures dans la boue à l'abus du buvard sauvage, et en automne, forcer la cheviote à la course, tels sont ses passe-temps préférés. Cependant, loin de mes amis de pension, moi qui n'aime ni le jeu, ni la musique, ni la lecture, je m'ennuie dans ce grand manoir breton. Ou plutôt, je m'ennuyais lorsque le baron eut l'idée imprévue d'organiser ici même un bal. Un bal, lui, le chasseur dans ce grand domaine solitaire. C'était incroyable. J'en suis encore tout éberluée. Et ravie, car il faut se rendre à l'évidence, c'est le plus beau soir de ma vie. La fête bat son plein, il y a foule au manoir. Mais vite, retournons dans la grande salle nous occuper de nos invités, mais Dieu que je m'amuse! Je suis la première femme de chambre. Le baron me faisait un peu la cour. Il aimait la couleur de mes cheveux. Mais pourquoi vous parlez de tout cela? La baronne s'est trouvée mal. Vite, vaisselle et un médecin. Non, 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 non. Se peut-il qu'une pareille chose soit arrivée un soir de bal? Et moi qui aimais tant monsieur. Non. J'oubliais de vous dire. Je suis le premier valet de chambre. Le premier. Une place d'honneur. C'est moi, Julie, la deuxième femme de chambre. Je surveille aussi la cuisine. Pauvre monsieur. Il aimait bien me tâter la poitrine. C'est comme ça. Dans les coins. Mais tout ça, moi, je vous le dis, c'est la faute de madame. Madame, elle aimait pas la chasse. Madame, elle aimait pas manger les saperlottes que monsieur, il tuait avec son fusil. Alors, tu as bien tapé sur le système, Astom. Ah. Oui, oui. Eh oui, je ne suis peut-être que le deuxième valet de chambre du manoir. D'accord. Mais j'en sais beaucoup plus long que beaucoup d'autres. Ah, il y a bien longtemps que je me doutais de quelque chose. Mais je ne voulais rien dire à personne. Eh ouais. C'est pourquoi personne ne savait rien. Je suis la dame fatale de ce château. On m'appelle Miss Issipi. Je l'aime, je l'adore. Avec ses armoires et son blouson de descendante de la croisée. Faisons semblant de porter secours à la baronne. Mais bientôt, je serai dans la locomotive. En attendant,
Ce nid et le mystère s'épaissit. Grâce à ma diabolique machination, la baronne de Z a été informée en plein bal de la mort subite de son époux. Est-ce un crime? Ou est-ce un suicide? La foule des invités qui encombre les salles de ce manoir se le demande avec angoisse. Écoutez! Crime! Suicide! Mais non, voyons! C'est impossible qu'il s'est suicidé! Cherchons l'assassin! Parfait, parfait. Mais on vient. Vite! Disparaissons dans le méandre de ce château, dont nous connaissons les issues les plus secrètes. J'ai répondu la sel et la vinaigre dans le sein de la chambrière pour en chatoyer les naseaux de la baronne. Et j'ai pris l'indicatif des chemins de vapeur. Puisque le mort, il est exactement réussi, je peux partir contente. Mon chéri ne fera pas longtemps le pied de mouton sur le quai de la station. Voilà le galopin du cheval qui l'emporte. Vive le castor à poilon de l'Oklahoma. Cette demoiselle américaine a bien mauvais genre. Hélas, monsieur avait un faible pour elle. Elle venait toujours se frotter à lui. Quelle horreur! Et moi, il me fallait brosser la poudre de riz qu'elle laissait sur les habits de monsieur. Ah, dommage! Un si gentil monsieur. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse de cette salière et de ce vénégrier, ce pécor? Ça veut faire du zèle. Sa petite gueule ne m'en revient pas. Et puis, vous me croirez si vous le voulez, mais moi j'y crois pas un mot à cette histoire. Monsieur, étendu mort dans le parc. Lui qui était bien vivant il n'y a pas une heure. Allons donc. Et puis, c'est qui l'a vu le cadavre? Un petit gosse qui est allé traîner de ce côté on ne sait pourquoi, et puis qui a pris peur en voyant un homme étendu par terre. C'était peut-être un invité qui prenait le frais, hein, qui sait? Et puis, c'est quoi cette histoire de chapeau de forme enfoncé sur la tête? On s'y prend comme ça pour tuer le monde? Ou se suicider soi-même? Allons donc. Mais je ne comprends rien à rien quand il n'y a rien. D'accord. D'accord. Mais quand il y a quelque chose, alors je le comprends. Seulement, vous croyez peut-être que je vais vous dire tout ce que je sais, hein? Eh ben non. Non. Je ne vous dirai rien. Rien de rien. Vous avez vu, pendant que je partais chercher le médecin, j'ai vu passer dans le corridor mal éclairé la silhouette de Monsieur le Baron. Ou bien de quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Un homme vêtu d'habits longs qui disparut dans la tapisserie. Tout cela est à vous rendre fou. Quelle nuit, Seigneur! Quelle nuit! Non, merci. Laissez-moi. Je vais mieux. Je vais rester seul un instant et réfléchir à ces étranges circonstances. Quelle soirée! Quelle série de coups de théâtre! Et comme un fragile bonheur a tôt fait de s'effondrer sous la main cruelle du destin! À peine avais-je pris conscience de ma joie, au milieu de la foule brillante des invités. À peine avais-je fait un ou deux tours de valse que l'atroce nouvelle me terrassait. Par la bouche d'un enfant innocent. Tant que je vivrai, je me souviendrai de cet air de valse. Suicide!
Mais comment comprendre tout cela? À 10 heures, un enfant affirme avoir aperçu le corps inanimé de mon époux gisant dans le parc, son chapeau haut de forme étrangement enfoncé sur sa tête jusqu'au menton. À 10h05, alors que tout le monde accourt sur les lieux du prétendu crime, le corps a disparu. Toujours est-il que mon mari n'a pas reparu au château. Mais qui donc aurait eu intérêt à l'assassiner? Lui, si riche et si confiant. Et pourquoi se serait-il suicidé? Lui qui aimait tant chasser. D'autre part, dois-je me fier à la parole d'un enfant qui a pris peur? Toutes ces énigmes me tuent. Ma pauvre tête me fait mal. Un cadavre! Est-ce qu'il y a un cadavre? Attendez. Mais c'est monsieur! C'est monsieur! Au secours! Vite, au secours! Au secours! Au secours! Quel remue-ménage! Qu'y a-t-il encore? Quelle horreur! Ok. Du courage. Osons regarder. Ok. Bah, moi je vous dis que c'est pas monsieur le baron. C'est quelqu'un qui voulait se donner l'air d'être monsieur le baron, mais qui n'est pas monsieur le baron. Voilà encore la baronne qui pique une crise de nerfs. Va falloir encore lui rapporter des sels. Et moi, quand est-ce qu'on m'en fait respirer des sels? Bah jamais. Bien de bonjour. And gratitude, monsieur l'a fait tout. Le vrai baron, il est déjà loin. Je m'en vais le croiser dans le port de Brest ce soir. Vous recevrez votre chèque dans le pigeon voyageur. Adieu! Quoi? On ne peut imaginer quelle quantité de poussière s'accumule dans un placard du château. Surtout lorsqu'il communique avec un escalier dérobé qui n'a pas été ouvert depuis les croisades. Enfin bon, ça va prendre à jouer les fantômes. Mais tant pis! Ou tant mieux. Car lorsque je me morfondais sous le chapeau du crime, du suicide, on ne saura jamais, le baron a pris le large, bientôt rattrapé par sa dulcinée, l'intrigante américaine. Crime ou suicide? Peu importe. La mort de ce pauvre baron restera gravée à l'esprit de tout le monde. Certains, même, auront bel et bien aperçu le cadavre mystérieusement transporté par une nuit sinistre de grand vent. Que faut-il de plus quand on est un gentilhomme, amoureux et ivre de liberté, et pour aller chasser le castor à poils longs de l'Oklahoma? Telle est la machination qu'avait imaginée le baron, pour fuir avec Mississippi, en emportant ses lingots d'or, et en laissant une veuve inconsolable. Et maintenant, à notre tour, fuyons. Nous avons gagné la partie. Pourvu que mon chèque nous parvienne, je n'ai pas tellement confiance en le pigeon voyageur. Naturellement, le placard est vide. Mais je m'en doutais.
Tout ceci n'était qu'une parfaite comédie. Voilà un cadavre qui a des bonnes jambes. Mais que la baronne est donc négode d'avoir cru à tout cela. Hé, ma pauvre dame, restez par ici, n'ayez pas peur. Et vous verrez, il n'y a pas plus de barons ni de cadavres que sur ma main. Ah, elle doit être loin vos époux maintenant. Et en bonne santé, moi je vous le dis. Ouais. Sacre bleu. Il y a longtemps que je me doutais de quelque chose. Mais je voulais rien dire à personne. Rien de rien. Tel fut mon seul jour de bonheur. Il a sombré pour toujours dans le mystère et la solitude. Hélas, toute ma vie, je me souviendrai de ce soir de bal. Ce soir-là, il y avait foule au manoir. J'en ai assez de ce